tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la dernière minute. Alors je suis toujours accompagné de Ninon. Ça va Ninon ? Oui, ça va et toi ? Nickel, ça roule. Prêt pour cet épisode, j'ai vraiment hâte de le faire. Ah oui, moi aussi. Aujourd'hui on reçoit un invité que j'apprécie énormément, c'est Axel. Ça va Axel ? Ça va, merci. Tu peux peut-être te présenter un petit peu, nous dire d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais ? Écoute, j'ai surtout parlé, je pense, de un peu mon rapport au cinéma. Je pense que ça a un peu commencé quand je suis arrivé du coup en licence audiovisuelle. Je suis venu là-bas en fait pour surtout pour le côté son. Enfin, je voulais travailler dans le son, technicien son, surtout pour la musique. Et finalement, c'était très axé cinéma. Ça s'est pas très bien passé, donc ça m'a un peu dégoûté, détourné du cinéma. Et au fil du temps, voilà, je me suis un peu remis dedans, etc. Je me suis fait une grosse liste de justement tous les films un peu fondateurs, les choses un peu obscures qu'on a pu voir à la fac. Et maintenant, ça me plaît en fait. J'aime tout ce qui est un peu étrange, un peu bizarre, des choses qui vont me sortir de mon confort, etc. Ouais, donc tu es quand même assez cinéphile, mais pas, on va dire, un cinéphile axé sur vraiment des choses anciennes ou vraiment très obscures, du Murnau, des choses comme ça. C'est ça, ouais, des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Et d'ailleurs, en parlant de liste, j'ai enfin passé les 1000 films à voir dans ma liste Oh cette waouh, semaine. bravo. Donc, va me falloir une deuxième vie, je pense, pour les voir. Je suis exactement à 1194 films à voir. Ah non, t'as passé ce que... Ah oui, j'ai cru que t'avais J'avais- vu ouais. genre 1000 Ah non, films pas encore. de ta vie que tu voulais voir et non, pas du tout. Ah. J'ai dans ma liste à voir 1194 films. Voilà. Si Ouais. vous avez du temps, n'hésitez pas à me l'envoyer par la poste. Du coup, pour le dernier épisode, on a parlé de La La Land et la dernière minute était un peu particulière parce que c'est un film qui a un montage un peu particulier et vous êtes nombreux à avoir trouvé qu'on allait parler de Snatch, de Guy Ritchie, Oui. qui est un film que j'apprécie personnellement. Et vous ? Pareillement. Moi j'adore très très fort, plus. Snatch ou Guy Ritchie ? Snatch, particulièrement Snatch, on va dire. Donc, On en reparlera plus tard. Ouais, je pense qu'on va Monsieur Ritchie, devoir mais, parler de Ritchie et pas de Lionel Ritchie. Ça n'a rien à voir. Donc, je vais un petit peu décrypter la dernière minute que je vous avais faite. Donc, le groupe d'individus autour d'une voiture avec le coffre ouvert, c'est Sol et Vinny en train de se faire arrêter par la police avec un cadavre dans le coffre dont il manque un bras. Le plan d'après, donc il y avait 2 hommes en voiture et le passager il caresse un chien. Donc, c'est Turkish et Tommy qui rentrent du camp de gitans avec le chien de Vinny qui lui est en train de se faire arrêter. Et d'ailleurs, on les voit, Sol et Vinny qui regardent la voiture comme ça. Et ils disent c'est mon chien, ça, c'est. Il y a un problème là. La scène d'après, c'était un fondu en noir avec un homme de dos, on voit juste son crâne, et puis Turkish et Tony qui se parlent. En fait, l'homme de dos, c'est Doug qui est en train d'examiner le diamant qu'il cherche depuis le début du film. Le diamant est enfin arrivé dans ses mains. Donc les hommes, ils discutent entre eux, et Turkish, il dit à Doug, est-ce que ça vous intéresse ? Et Doug, il dit, oh oui, ça m'intéresse. Après 1h40 à l'avoir cherché. Contre-champ avec la caméra qui revient à sa place. Et le moment où il téléphone, en fait, il téléphone à son cousin Alvi à New York pour lui dire qu'il a retrouvé le diamant. Et là, on a la même succession d'images à la fin que dans le film avec le téléphone, le taxi, l'homme en contre-plongée qui boit un shooter, l'avion et le passeport avec le tampon The End. C'est Alvi qui revient à Londres avec la musique et le générique de Snatch. Je vais vous faire travailler un peu là. Oui. Est-ce que vous pouvez me résumer Snatch ? C'est l'histoire de plein de mecs qui cherchent un caillou. Ok. Vraiment, et genre sérieusement, essayer de le faire. Ouais, résume-le-moi, mais avec le moins de mots possible. Oh. C'est une histoire de... Je pars pas du tout dans un résumé, je me lance dans des trucs pas possibles. Vas-y, Axel, à toi. Une espèce d'imbroglio de situations qui mettent en scène différents truands à plus ou moins grande échelle, avec plusieurs situations qui vont s'entrecouper, qui vont s'entremêler, qui vont créer 1000 quiproquos en fait, tout au long du film. Ça part quand même d'un diamant à récupérer pour Ouais. faire du business autour. Et en fait, ce diamant va être volé, se perdre dans les mains des mauvaises personnes, machin. Et ce qu'a dit Axel après. Du coup, moi, j'ai un peu réfléchi à ce que j'aurais pu répondre. Et j'aurais dit, c'est l'histoire d'un diamant qui trouve pas de propriétaire et d'un combat de boss qui ne se couche pas.
Ah, c'est beau ça. Voilà, Putain, écoutez. c'est beau. Ça fait 2 semaines que je réfléchis à ça, donc je suis très fier de moi. Très joli. Donc Snatch, c'est l'histoire de Frankie qui vient de voler un énorme diamant qu'il doit livrer à Avi, un mafieux new-yorkais. En chemin, il fait escale à Londres. Il se laisse convaincre par Boris le hachoir de parier sur un combat de boxe clandestine. Il ignore, évidemment, qu'il s'agit d'un coup monté avec Vinny et Sol afin de récupérer le magnifique petit caillou. Il y a Turkish et Tommy, eux, qui ont des problèmes avec leur boxeur. Et il y a un gitan complètement fêlé qui refuse de se coucher au 4e round comme prévu. Et ensuite, il y a Alvi qui débarque, qui décide de récupérer son diamant avec l'aide de Tony. Une Tony. légende de la cachette. Il y a Tommy, Il y a Tommy et Tony, ouais, c'est ça qui Ah, est ça va dur. être Eh oui. compliqué, là. Va pas falloir se tromper. Donc Snatch, c'est compliqué quand même. Ouais, quand même un C'est peu. Hein. compliqué. Et derrière mon DVD, il n'y a pas de résumé de Snatch. Ah ouais, Ouais. Ils ont même pas C'était fait trop l'effort. compliqué. Il n'y a pas du tout. Ça dit juste Brad Pitt, c'est un manouche frappeur. Benicio del Toro, c'est Frankie quatre doigts. Enfin voilà, il n'y a pas trop de résumé. Ah, ils ont même pas fait d'effort quoi. Ils sont pas trop Ok, embêtés. Ouais. Très bien. Je préfère ton résumé en vrai. Bon, résumé. Ouais. Ouais. Ils auraient pu le mettre sur la jaquette. d'ailleurs. Celui-là que j'ai inventé ou celui-là que je viens de lire Celui-là que t'as inventé. Ah, merci. Parce que celui-là que je viens de lire, Ouais. il vient d'halluciner. Ah, le tien est beaucoup plus poétique. On préfère. Merci. Ils auraient pu le mettre à l'avant en mode, tu sais, en mode citation de critique, machin. Ah ouais, avec mon Ouais. nom en dessous. Ouais. Ah ouais. Ouais. De Oh, ouf. j'en rêve. Avec les 5 étoiles. Oh là là. Ah, tu mets 5 étoiles à Snatch. Bah, en tout Sur cas, mettez-nous les 5 étoiles. Hein. Non, Snatch, j'ai pas mis 5 étoiles. J'ai mis 8 sur 10, je crois, sur Sens Critique. Ce qui est bien. Ce qui est pas mal, c'est pas dégueu. Hein. Ouais. Donc, Snatch, c'est un film de Guy Ritchie. C'est son deuxième film qui est sorti, du coup, Snatch en 2000. Avant, il a fait Arnaque, crime et botanique en 98. C'est ce qui l'a fait connaître et exploser, clairement. Mais il n'a pas une carrière très très marquante quand même, Guy Ritchie. À part Arnaque, crime, botanique, Snatch, qui sont des classiques, on va dire. Il a aussi fait les 2 Sherlock Holmes en 2009 et 2011, qui sont OK. Il a fait... Ok. Ok, tiens. Ah, ils sont pas fous, mais c'est pas... Enfin, tu passes un bon moment. Ils sont mais sympas. Voilà, c'est ça. C'est sympa. Il a aussi fait le remake en live action de Aladdin avec Will Smith. Waouh. Moi, ok. On est loin de Là, on est Snatch. moins OK. Et surtout, et là j'ai peur, là. Il a annoncé Hercule en live action aussi. Pour Disney. Ouais. Oh. Ah punaise. Eh, ils doivent Mhm. bien payer Disney. Voilà. Mhm. Donc, moi j'ai peur. Bah, moi je trouve ça un peu dommage, un mec qui est capable de faire Snatch, de finir à faire les live action de Disney, mais bon, après, voilà. Et du coup, en prenant un peu de recul, c'est pas un si bon réalisateur que ça, Guy Ritchie. Dans le sens où il est très bon pour faire des films anglais, entre guillemets, comme Arnaque, crime et botanique ou Snatch. Mais dès qu'il s'ouvre un peu plus sur du grand public, sur des choses où il faut faire de l'argent, bah, ça pêche un peu, quoi. Bah, il rentre dans le moule, quoi, dans ce Ouais. genre de film, je trouve. Tu vois, c'est ni bon ni mauvais, c'est vraiment. Enfin, Mais, c'est pas ouais. bon, si, mais c'est pas. Est-ce que le genre de film de base, enfin, c'est pas. Enfin, après, je sais pas, genre, si Aladdin ça a fonctionné aux États-Unis, etc. Je pense, Mais ouais. en soi, c'est. Enfin, c'est pas des films. Comment dire? Je pense qu'il a pas eu trop de mainmise sur ce qu'il a pu Ouais. faire, en fait. Ouais, c'est possible. Ouais. Et puis, c'est pas Est-ce des films qui que- ouais, recherchent. c'est ça. beaucoup Est-ce que de s'il avait réussi ses films, ça fait de lui un bon réalisateur? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est lui qui écrit tous les scénarios de ses films. Même chez Disney Ouais, il- ouais. Ah, C'est ok. lui qui écrit tous ses scénarios. Donc, peut-être qu'après, Ça, c'est stylé. tu sais, c'est lui qui écrit, mais on lui dit bon, par contre, faut pas Oui, trop que tu bouges bah de oui. ça ou ça. Donc, Bah oui, c'est Bon. sûr. après, Aladdin, c'est quand même peut-être pas un bon exemple, tu vois, parce que je pense qu'il est quand même assez cadré par Disney et autres. Ouais. Mais au début de sa carrière, il a été comparé à Tarantino quand même. Ben oui, mais c'est. Moi, je trouve hyper compréhensible en vrai. Ah, mais Quel de ouf. sens? Mais ça fait moins sens avec les derniers films qu'il a fait, quoi. Ouais. Et Tarantino, Reservoir Dogs, c'est quelle année 80. 11, 90, c'est son premier. C'est pas un peu plus que ça 95, 16, non? Ah non, parce que Pulp Fiction Ah non, est Pulp sorti en Fiction, c'est 94. 94. Et C'est oui, c'est Palme d'Or 94, donc Et oui, oui, oui. Reservoir Ah ouais, Dogs, non, c'est donc c'est quand forcément- même bien plus vieux. Guy Ritchie, il est surtout aussi connu pour avoir fait des publicités. Il a fait des publicités pour Dior, Call of Duty, BMW. Et là, attention, j'ai le scoop de ouf que vous savez pas. Ah. Il a été marié avec Madonna. Je savais, évidemment. Évidemment, Ninon, elle savait. Mais vous qui écoutez, Vous ne saviez pas? vous ne saviez pas que Guy Ritchie était marié avec Madonna. Oui, ça m'avait. Je sais pas si ça m'avait plus remonté Madonna dans mon estime ou descendu Guy Ritchie de mon estime. Enfin, je sais pas trop. Il y avait eu un espèce d'équilibre qui s'était fait à ce moment-là. Mais en plus, j'ai rien contre Madonna. Enfin, c'est très cool et tout. Mais je sais pas. Non.
Ouais, Je trouve ça un peu non. j'ai pas mis dans sa filmographie tous les films qu'il a fait avec Madonna. C'était des gros flops. Et puis il a fait des clips, je Oui. crois, pour elle. Oui, ouais. oui. Ensuite, dans Snatch, on a un acteur qui est lui aussi, il commence, c'est son début, c'est Jason Statham, Yes. qui joue Turkish. Donc à la base, lui, il est plongeur. Voilà, il n'est pas plongeur, il fait la vaisselle. Il plonge dans des bassins. Il plonge dans des bassins et il a pas fait les Jeux Olympiques, mais il a fait genre des jeux importants en Ouais. Angleterre. Ensuite, il a été mannequin pour Tommy Hilfiger et French Connection. Et ça m'a un peu fait rire parce que French Connection, ils l'ont pris parce que, je cite, nous avons choisi Jason parce que nous voulions que notre mannequin ressemble à un homme normal. Son look est parfait pour le moment. Très masculin, mais pas trop. N'importe quoi. Ok. Ça m'a beaucoup fait rire. Ouais. C'est franchement incroyable. Et On- comme dans le ouais. film, en fait, malgré qu'il soit mannequin ou des choses comme ça, il n'arrivait pas à finir ses fins de mois. Du coup, il vendait des parfums et des bijoux contrefaits au coin des rues. Putain, j'adore. Ça va trop avec la légende Ouais. de Turkish. De ouf. Du coup, il joue dans Arnaque, Crime et Botanique. C'est son premier film. Donc là, bon, on le repère un peu. Snatch, boum, il explose. Et ensuite... Enfin, il explose. Il explose, on va dire, à petite échelle, vraiment, pour les gens qui aiment Snatch, quoi. En Angleterre, peut-être. Ouais, c'est ça. En fait. Et puis, Ouais. enfin, je suis pas sûr que Snatch, ce soit vraiment un giga gros film, tu vois ce que je veux dire. Qui est on va parler de box-office, mais un box-office énorme. Commercialement, Ouais, tu veux c'est dire ça, ouais, non, je sais pas. J'imagine que pas trop. Parce qu'il va exploser en 2002 avec Le Le Transporteur. transporteur, ce que j'allais dire. Bah, moi, je l'ai connu là-dedans, hein, Statham, C'est ça. quand j'étais gamine. Et du coup, ensuite, il y a Hypertension, Expandable, Fast and Furious, etc., etc. Et je pense que vraiment, c'est un acteur qui est là pour faire des films. Juste qu'il veut se faire kiffer, il fait ses films, et il sait pertinemment qu'il aura jamais d'Oscar, il aura jamais de grosses récompenses. Ouais, tu je vois. pense qu'il s'en fout, lui. Je pense qu'il s'en fout de ouf. En même temps, Jason Statham qui reçoit un Oscar, genre, vraiment, ça serait très drôle, quoi. Il a pas fait un film là avec un crocodile géant, un truc géant là, il y a pas longtemps, genre un requin géant. Ah ouais, ça me dit rien. Il a fait un espèce de truc comme ça, putain. Bon voilà. Mais en effet, je pense qu'il doit bien s'amuser quand même. Oui, je pense qu'il s'en fout un peu. Ouais. Il s'en fout un peu, Jason En même Statham. temps, s'il s'est retrouvé à vendre des trucs au coin de la rue après sa carrière de nageur, enfin tu sais, genre ça a pas de. Ouais, il a commencé sa carrière d'acteur à 30 ans en plus, tu vois, donc c'était Mm. un peu tard quand même. No offense pour tous les gens de plus de 30 ans. Oui, pardon. Je m'en approche alors, ne vous inquiétez Oui, pas. en plus, on est pas si loin. Il y a un autre acteur que j'aime beaucoup, par contre, qui s'appelle Stephen Graham, qui joue Tommy. Oui. Et pareil, c'est un acteur qu'on connaît. Pour moi, il est vraiment un peu sous-coté, quoi. Il est dans plein de films. Il joue dans des dingueries, dont le dernier dont il a joué, ça s'appelle The Chef. C'est un film qui se passe dans un restaurant qu'ils ont tourné pendant le Covid et c'est un plan séquence d'1h20. Ah oui. je me Et souviens genre, de ils ça. l'ont tourné qu'en 4 fois parce qu'il y a eu un souci. En gros, ils n'avaient plus le restaurant. Et puis, il y avait le Covid. Du coup, genre, ils l'ont tourné en 4 fois. Et le film est vraiment bien. Vraiment bien. Donc, je vous invite à aller le voir. Donc, Stephen Graham, j'ai écrit que c'était un acteur sous-coté. Et en même C'est temps, vrai. en fait, quand je vois sa discographie, j'allais dire. Quand je vois sa discographie, elle est vide. Du coup, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Putain, le mec. Quand je vois sa filmo, je me dis, il a tourné dans des big films comme du coup Snatch, Gang of New York de Scorsese. Oh oui. Il a c'est tourné vrai. dans Public Enemy, Les Pirates des Caraïbes. Il a tourné dans Cheval de guerre. Les pirates des Caraïbes. Ouais. Mais tu viens de me remettre le visage. Ouais. Putain, mais oui. Il a fait Irishman aussi avec Scorsese. Donc il a quand même voilà. Et il joue dans un film que j'aime plus que tout qui s'appelle This Is England. Qui Ah. pour moi, C'est sûr. oh là là, c'est pour je moi me ce souviens film pas c'est une qu'il était. dinguerie. Il joue le méchant skinhead en plus. Et, Combo. Il joue combo. Ouais. Et vraiment, quand j'étais plus jeune, je voyais pas trop qui c'était cet acteur et je le détestais. Quand je le voyais dans d'autres films, je me disais. Ah, c'est Pas le chaud. Dina, wesh. T'as pas chaud. Et au final, non, je l'aime bien. Je trouve que c'est un acteur qu'on met pas assez en avant. Très bien dans la série aussi, This Is Ouais, England. c'est vrai. Peut-être même encore mieux que dans le film. Ouais, c'est vrai. Franchement, et voilà. Donc j'aimerais le voir dans des rôles plus gros, moi, je pense. On a une demande auprès de je sais pas qui d'ailleurs, S'il mais vous plaît. s'il vous Messieurs plaît, les réalisateurs. faites-le plus jouer. Je vais aussi parler de Benicio del Toro, qui est un acteur. Ouais. On en entend parler, mais on le voit jamais aussi. C'est vrai ça. Et je pense que son nom elle l'a dépassé un peu. Ouais, je tu sais. pense aussi, ouais. Tu vois, c'est ce que j'ai écrit. J'ai écrit grand acteur, mais discret. Ouais. On tirait le bulletin la fin de l'année. Alors, Benicio, grand acteur, mais discret. 14 sur 20, on peut faire mieux. Les encouragements. C'est ça. Non, mais il a joué dans Usual Suspect, il a joué avec Iñárritu, il a joué avec Robert Rodriguez, il a joué avec Arnaud Desplechin, enfin, il a joué dans plein de films. Il a même fait genre Thor, il a joué dans des Thor, dans des Avengers. Et
Il fait aussi, et ça vous pouvez le noter, la voix de Shipper le renard dans Dora et la cité perdue. Quoi? Il avait besoin d'argent? Ouais, je pense. Ouais, pas de problème avec Shipper, arrête de shipper. Moi, ce qui me choque, c'est que du coup, ils ont changé le doubleur entre les dessins animés et le film. Ouais, faudrait qu'on s'adresse aux gens qui font Dora, leur dire recastez s'il vous plaît tout Dora l'exploratrice et remettez-nous Benicio del Toro. Non mais enfin, c'est un nom que tout le monde, enfin on le connaît, tu vois, quand tu connais un peu le cinéma, tu le connais, mais bah je sais pas, il est pas dans des gros films. Est-ce que c'est pas parce que son nom est ultra stylé? Est-ce que c'est parce qu'il ressemble à Benjamin Biolay? Est-ce que c'est parce qu'il ressemble à Brad Pitt dans un univers alternatif? Moi je pense qu'il a été court-circuité par Brad Pitt. Ah c'est C'est possible. Brad Pitt en moche. C'est Brad Pitt en Benjamin Biolay. C'est oui. C'est vrai. C'est Brad Pitt en plus accessible. Ouais, je vois. Mais bon, je pense Brad Pitt, on y reviendra après. Je vais parler d'un 4e acteur qui s'appelle Vinnie Jones, Oh yes, Si, alors si. lui. aka Tony dans le plomb. Putain, incroyable. Et en fait, je vais en parler, juste que pour moi, c'est le Eric Cantona anglais. Bah clairement oui. Mais oui. Techniquement, en fait, sa carrière, je m'en fous. C'est le bad boy le plus médiatique du football anglais des années 90. Il est recordman du carton jaune le plus rapide de la première ligue anglaise. Combien de secondes? Ah, il sait, Axel, 3 secondes. 3 secondes. Waouh. 3 secondes de jeu, expulsé. Putain. Ouais, il est ultra violent lui, c'est pour ça, je Ouais. crois, hein, c'est ça, ouais. Courte la carrière, il a reçu 104 cartons jaunes et il a été expulsé à 12 reprises. C'est-à-dire que j'étais un peu à l'école, j'étais un peu chaud. J'ai pas la même carrière que Vinnie Jones, tu vois. Putain. Vraiment, Vinnie, il est chaud. Comment les clubs payaient encore pour lui, genre, tu Je sais vois? pas. Il devait être très bon, je sais pas, j'y connais Bah rien, ouais, je pense mais- qu'il était bon en plus. Hein. Mais du coup, Après, c'était le football anglais de l'époque aussi. ouais, c'est vrai. Par exemple, donc il a joué aussi dans Arnaque, Crime et Botanique, Ouais. qui sont en fait les mêmes films, on a l'impression, mais il y en a un qui est mieux que l'autre, je vous laisse deviner. Et du coup, dans Arnaque, Crime et Botanique, il a été condamné à 100 heures de travaux d'intérêt généraux à cause d'une violente querelle de voisinage. 5 ans plus tard, il se bagarre dans un avion, et voilà. Vinnie Jones, quoi, il se regarde dans un avion. Tous ses sponsors qui lui coupent les vivres et tout. Voilà. Mais il a quand même joué dans 60 secondes chrono. Mais il joue bien dans le film, je l'aime bien, il me fait rire. Ouais. Mm. Il me fait rire. Du coup, j'ai préparé ma chronique avant de revoir le film et je l'attendais. Je ouais, me disais. son allez. apparition. Ah, puis en plus, Allez, Vinnie. le premier plan où il arrive, il est quand même fou, quoi. Il est en train de défoncer la gueule d'un gars dans sa portière de voiture, là. T'es en mode, Ah, il est trop bien, franchement. J'étais en mode Vinnie. J'étais au stade, quoi. Puis Vinnie. le premier truc qu'il dit, du coup, c'est bonjour. Bonjour, Il ouais. décroche le téléphone de sa voiture. Bonjour. Alors qu'il est en train d'éclater une tête. Oui, bref. très Non, clairement. c'est incroyable, Vinnie Jones. J'aime beaucoup. Bon, vous l'attendez tous. C'est le moment où j'arrête de parler de Snatch et qu'on fait un podcast spécial Brad Pitt. Ah bah non, il est pas là. Donc, Dans l'ascenseur aussi, William quand même. Bradley Pitt est né le 18 juin 600... Non, je suis pas jusqu'à là. Bon, c'est quoi votre film préféré avec Brad Pitt? Bah, moi, je vais être obligée de dire Snatch. Moi, je connais pas trop les films et les acteurs, du coup, je vais dire Snatch aussi. C'est le seul que je vois. Ok, Alors, un autre qui m'a beaucoup. elle va me le voler, c'est sûr. Je suis pas sûre. Non, je pense pas que je l'ai volé. Un autre qui m'a beaucoup. Mais toi, c'est 3 Non, mais alors 3. Ah, ça reste entre nous 3, mais pour la façade, quand même, on va dire autre chose. Non, en vrai, moi, Inglourious Bastard, ça m'a beaucoup marqué, moi, quand je l'ai découvert. Ce film. Pour moi, c'est Seven. Bah, ouais, Franchement, bien sûr. Seven, il est incroyable. Bah, ouais. Donc là, vous voyez, ça, c'est Brad Pitt. Et là, je vous ai fait la liste de tous les bons films que je trouve où il y a Brad Pitt dedans. Bah ouais, mais ouais. Donc, asseyez-vous, prenez votre carnet, et c'est parti. Donc, on a Thelma et Louise de Radley Scott, True Romance de Tony Scott, Entretien avec un vampire de Neil Jordan, l'immense Seven de Fincher, L'armée des 12 singes de Terry Gilliam, Ah ouais. 7 ans au Tibet de Jean-Jacques Hano. Voilà. Petit film, mais très très bien. Rencontre avec Joe Black de Martin Brest, Snatch, 3, Babel de Iñárritu, l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Redford de Andrew Dominik, Benjamin Button de Fincher encore, Burn After Reading de Cohen, Inglourious Basterds, comme tu as dit, de Tarantino, The True of Life de Terrence Malick, 12 Years a Slave, j'avais complètement oublié qui jouait là-dedans, de Steve McQueen, Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, Ad Astra de James Gray, Bullet Train de David Leitch. Le réalisateur de Bullet Train, c'est la doublure cascade de Brad Pitt. C'est ouf. Voilà.
Quelle ascension, le mec, t'imagines ? Ouais, de ouf. Babylone de Damien Chazelle, qui est le dernier film, je crois, que j'ai vu avec Brad Pitt. Brad Pitt, aussi, il a des voix. Il fait des voix dans Megamind de DreamWorks et dans Happy Feet. Ah ouais. Voilà, donc imaginez Brad Pitt en pingouin. Il est connu pour avoir fait plein de séries TV, des pubs, etc., etc. Il y a un calcul qui a été fait et les films dans lesquels il a joué auraient rapporté 6 milliards de dollars au box-office. C'est 2 fois ce qu'a ramené Avatar, qui est le film qui a le plus ramené au box-office. Mais il est dans aucun des 50 films qui ont ramené le plus dans le box-office. Ah ouais, ok. Donc ça donne quand même Donc une idée... c'est assez fort du coup. Il est l'un des 2 seules personnes au monde à avoir l'Oscar du meilleur film et du meilleur acteur, sachant que meilleur film, c'est que pour les producteurs, et meilleur acteur, c'est que pour les acteurs. Et c'est lequel ? Donc, meilleur film, c'est 12 Years a Slave qu'il a produit, et meilleur second acteur, c'est Once Upon a Time. Et l'autre personne qui a ça, c'est son pote George Clooney. Voilà, donc le gars, il est de partout, dans le cinéma, dans le vin, il a sa propre collection de meubles, il fait des œuvres de charité, des fondations, c'est Brad Pitt, quoi, on ne sait pas quoi dire. Et il est né à Springfield, dans le Missouri. Voilà, c'était ma chronique sur Brad Pitt. Génial. Donc si vous aimez pas Brad Pitt, c'est le moment de revenir pour entendre la chronique de Ninon. Ouais, ça veut dire que tu peux avoir une commode Brad Pitt, quoi, techniquement. Ouais. Alors, j'ai cherché sur Internet, mais quand je tapais commode Brad Pitt, je trouvais rien. Ah merde, attends. C'est con ça. Mais en fait, il y a plein de gens qui font des meubles. J'ai appris ça. Par exemple, Jack White, qui était le guitariste des White Stripes, il avait une entreprise de meubles aussi, avant. Genre, il faisait des canapés, et il glissait. Son premier album a été glissé dans quelques meubles. Incroyable. Donc, les gens, il y a des gens chez eux qui doivent avoir une fortune sous leur cul, clairement. Alors, allez à mon tour de chanter les louanges de Brad Pitt. Non, je rigole. Je vais pas vous parler que de ça. Pas que. Pas que. Il y a d'autres axes. Non, mais du coup, Snatch, comme je disais, c'est un film qui est très important pour moi. C'est un film de cœur, je dirais même que c'est un film boussole, moi je dirais, dans ce que j'aime du cinéma et de ce que je recherche dans le cinéma et tout. Et il a posé beaucoup de bases de ce que j'aime dans le cinéma, en fait. Donc, si on tire un peu des conclusions, j'aime bien les films qui parlent beaucoup, les films qui se passent dans la grisaille du Royaume-Uni, les formes cinématographiques affirmées, et aussi j'aime bien Brad Pitt. On va pas se mytho, avec un rôle de gitan, c'est quand même encore mieux. Et si Brad Pitt était pas dans le film, est-ce que tu l'aimerais quand même ? Oui. Vous l'avez regardé en anglais ou en français ? Ah bah ça tu vois, alors moi il m'a bercé en VF, et là pour le podcast je l'ai découvert pour la première fois en VO. Et pareil. Bah putain. Waouh. Et incroyable. du coup Et du coup, moi je me suis même noté des trucs, je trouve que Tête de Brique, il est encore plus antipathique en VF. Ouais. Je trouve que sa voix française, il est insupportable. En anglais, il est bon, ça va. Turkish, je trouve qu'il a l'air plus grave en français, mais un peu moins voyou. Tu sais, il fait un peu plus papa de Tommy, tu vois, truc comme ça. Alors qu'en anglais, avec son accent et tout, il fait bien voyou. Et Frankie 4 doigts, je trouve qu'il a l'air encore plus bizarre en français. Donc la version française est mieux. Sauf mieux. Pour Tommy, j'ai vraiment du mal en français. Ah oui. Il fait vraiment bécasson, quoi. Ouais, il fait vraiment minot, quoi. Puis du coup, Turkish, il a ce truc un peu papa, qui a cette dynamique, elle est moins présente en VO pour le coup. Comme quoi, ça change vraiment beaucoup, quoi. Ouais, mais moi j'avais peur de pas avoir ce truc sur la voix de Brad Pitt qui en français est génialissime. Ouais. Je vais pas vous la faire, mais on en a beaucoup ri pendant des années de cette voix. Mais j'avais peur de perdre ça, et au final, en fait, il l'a un peu naturellement quand même. Enfin, il l'a quand même. Elle est moins appuyée, mais sa VF est proche quand même de sa voix, lui. Elle est vachement bonne, sa VF à Brad Pitt. Puis le petit accent gitan anglais, quand même, ça n'a pas de prix, quoi. C'est quand même très drôle. Je comprends rien ce qu'il dit. Je suis pas la seule, je pense, mais lui non plus. Lui non plus, peut-être. Je me demande d'ailleurs comment il a travaillé ça. Enfin, l'accent gitan, je veux dire, le mec, il est juste américain, c'est pas du tout un gitan. En vrai, j'ai pas trouvé. Tu sais qu'après, maintenant, on travaille tout, on fait des rois de France avec des gars d'Amérique et tout, donc. C'est dirigé, ça. C'est très dirigé. Bon, alors pour la petite anecdote, moi j'aimais tellement ce film que la première année où j'ai eu un cours de cinéma à l'école, j'avais 15 ans, on a dû écrire un scénario de court-métrage, et moi, en fait, j'ai un peu refait Snatch, mais au lycée, genre. Oh, je connais, ils ont fait Reservoir Dogs. Hein. Ah ouais ? Toi ? Non. Axel. Ouais, c'est vrai. Putain, génial. Je sais pas toi, Axel, mais moi, mon
prof, il m'a dit, alors petite dédicace à Jérémy Barré que j'aime beaucoup. Donc en gros, le scénario, c'était globalement une histoire de Paris. Il y avait un gars qui devait de l'argent à un autre gars, avec 2 autres gars mouillés dans l'histoire, mais autrement. Et puis il y avait une histoire d'alarme incendie qui se déclenchait. Du coup, les billets étaient trempés, ils se déchiraient. Et bon, voilà, c'était un peu le bordel. Et du coup, mon prof, il m'a dit, non. Genre, ça va pas du tout ton truc, c'est trop compliqué, il y a trop d'histoires. Et en plus, à la fin, tout le monde se fait rouler. Il te faut un personnage principal et il faut que quelqu'un gagne. Tu peux pas laisser ton spectateur qu'avec des losers et tout. Donc, moi, j'étais trop déçue parce que c'était vraiment le truc que je préférais, c'est le fait que tout le monde se faisait avoir à la fin. Mais du coup, mon film, il a pas été fait parce que mon scénario n'a pas été retenu. Oh. Voilà. Axel, toi, t'as pu faire Reservoir Dogs. Ton prof, il t'a pas dit J'ai c'est pas de nul prof. cette histoire de garage. Ah putain, bah voilà. Ouais, je te C'est ça, confirme. l'avantage. On l'a fait. C'était explosé quand même, mais on Mais l'a au moins, fait. tu l'as fait, tu vois, t'as pas de regret. En Moi, vrai, j'ai un regret de pas avoir vu mon Snatch au lycée. moi, j'ai quand même le regret d'avoir enlevé des baies vitrées pour tourner et de voir la mère d'Axel nous dire Exact. vous allez remettre les baies vitrées. Ah oui, vous êtes même pas allé dans un garage, quoi. Non. La chambre est devenue un garage. C'était vraiment un schlag, ouais. C'était Incroyable. C'est une autre époque. On était jeunes et insouciants. Trop fort. Et voilà, donc moi je l'ai même pas du tout fait beaucoup. Du tout. Ça, sur moi, je l'ai fait beaucoup. On sent il y a un petit remords quand même. Tu l'as encore? De quoi? Le scénario? Ouais. Peut-être que... non, je crois pas. Peut-être si je gratte bien, peut-être. Mais Gratte. je suis pas sûre. Vas-y, gratte. Ah, franchement, je sais Allez. gratter. Je vous mettrai ça à dispo sur le compte Insta si jamais je le retrouve. Parce qu'à mon avis, c'était une pépite pour que Jérémy me dise non, vraiment, là, tu saoules. Tu forces. Ah ouais. C'est nul. Je pense que ça devait vraiment être nul. Alors d'abord, on peut se dire que Snatch, c'est une image quand même bien anglaise. C'est quand même assez sombre. C'est très très froid. Même dans les plans où il y a plein de soleil, l'image, elle est toute bleue. Elle est full bleue. Genre, c'est presque une nuit américaine. C'est assez perturbant. C'est gris, il y a de la brique, il y a un accent coupé au couteau. Et moi, je trouve que ça fait du bien d'entendre autre chose que l'accent américain. Et là, on est sur des voyous un peu british, en manteau un peu classouille, avec leurs chaussures en cuir, des petits pulls en laine, des blazers à motifs fleuris qui boivent du thé, quoi. Donc moi, je trouve que c'est des voyous qu'on a envie de suivre dans leurs aventures. Des C'est bons mon voyous. avis. Des gentils voyous. Ouais, Oh, gentils, je sais pas en fait. ils donnent des gens à manger aux cochons. Donc, je sais pas. Mais du coup, Snatch, pour moi, c'est un film d'embrouille. C'est le nom de cette chronique, la chronique de l'embrouille. Sur le fond et la forme, et même sur la forme doublement, mais je vais revenir dessus. En gros, on nous embrouille avec l'histoire en elle-même, on nous embrouille avec les dialogues. La réal va même jusqu'à nous mettre un gitan avec un accent incompréhensible pour nous embrouiller encore un peu plus. Nous et même tous les personnages du film, en fait. Le fait qu'on suive aussi tous les protagonistes en même temps, voilà, c'est pas forcément non plus le truc le plus simple à suivre dans l'absolu quand on construit un film. C'est difficile de trouver un seul personnage principal au film. Vous diriez que c'est qui, vous, le personnage principal du film, si vous deviez en trouver un? Pour moi, il y en a pas parce que c'est un film choral. Et ouais. Moi, si je devais peut-être vraiment chercher, j'irais peut-être sur Turkish et Tommy. Moi, j'aurais dit Turkish et Tommy, ouais. Voilà. Est-ce que c'est pas parce que c'est les premiers qu'on voit? Peut-être que c'est les premiers convois, on finit avec eux, mais en vrai, ça suffit pas vraiment à faire les principaux, c'est vraiment si on devait trouver. Alors, commençons par le début. On a une séquence d'intro où des faux rabbins, déjà ça, je trouve l'idée assez drôle, débarquent dans des bureaux et on les suit à travers les caméras de surveillance. Donc en fait, ils passent d'un écran à l'autre et la caméra du film suit les moniteurs au fur et à mesure de l'avancée des hommes. Alors évidemment, cinématographiquement parlant, ça fait du coup un maximum de faux raccords parce que on les voit sortir du champ, par exemple, en haut à droite de l'image et puis ils réapparaissent en bord cadre droit de l'écran suivant, par exemple. Et les raccords au cinéma, ils ont quand même un rôle qui est de permettre aux spectateurs de se situer, de situer la scène qu'ils regardent dans l'espace. Donc par exemple, grâce à un champ contre champ, quand il est fait dans les règles de l'art, on comprend du coup que les deux personnages sont face à face et si on fait des faux raccords, on se rend plus tout compte de qui regarde qui et tout. Donc les raccords, ça sert quand même à ça. Et là, avec ce procédé vraiment, donc le tout premier truc qu'on voit dans le film, ça nous bousille
notre rapport à l'espace. On comprend rien, où ils sont, où ils vont, comment, on comprend pas. En plus, ils se ressemblent tous. Déjà, on caractérise pas bien les personnages. Donc déjà, ça embrouille un peu, moi je trouve. Moi, cette scène, c'est une de mes scènes préférées du film. Et elle me fait trop penser à l'ouverture de Reservoir Dogs où ils sont autour de la table là, et où Tarantino il brise vraiment tous les codes et tout. Moi, elle me fait trop penser la à ça. réflexion en le revoyant. Franchement, elle marche trop bien cette scène. C'est tout bête, hein, mais ça marche trop bien. Ouais, mais c'est vrai. Et donc, pendant qu'on suit ces rabbins, enfin ces faux rabbins du coup, spoiler alert, là encore, on a déjà quelque chose de visuellement assez chargé, comme je le disais, avec l'esthétique un peu grisâtre et pixelisée des caméras de surveillance, les tenues des hommes aussi assez fournies, on va dire. Et par-dessus le marché, ils ont une discussion là aussi un peu farfelue sur un sujet qui en termes d'embrouille se positionne pas mal aussi, la religion. Après, c'est des rabbins aussi. Oui, c'est des rabbins, mais quand même la religion. La religion, mais les erreurs de traduction d'un même texte qui donnent naissance à différents cultes, du coup, différentes croyances. Donc quand même, en termes d'embrouille, moi je trouve qu'on est assez high level. Ouais, pas mal. Donc ça fait déjà beaucoup. Heureusement, le rythme, il est encore assez lent à ce moment-là. Donc on arrive un peu à tout suivre et c'est cool parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui monte. Il y a un truc qui se prépare un peu avec cette scène, avec vraiment ces premiers plans-là. Jusqu'à ce qu'ils arrivent dans les bureaux. Et là, donc, spoiler alert, les rabbins n'en sont pas. Ils sortent des énormes guns de leur tenue et défoncent tout. Là, la forme change totalement. C'est le carnaval des accélérés. La musique, elle est super forte. On a des gros zooms. Il y a l'image qui fait des rotations. Ah oui, c'est vrai. Une image fait des 180 sur elle-même, ça n'a aucun sens. C'est quand tu découvres la fonction sur PowerPoint. Oui, c'est ça. C'est une diapo, le truc. On l'a d'autres fois dans le film. Et d'ailleurs, ça laisse même apparaître le noir autour. Donc là, les gens qui ont déjà mis le nez dans un logiciel de montage, ils voient de quoi je parle. Quoi. Vraiment, ils tournent l'écran et t'as tout le noir autour. Enfin, c'est pas du tout travaillé, c'est n'importe quoi. Y a des raccords filés, des jump cuts, enfin voilà, tout ce qui est un peu abrupt et qui fait rupture. Ça arrête pas, on nous en met plein les yeux et les oreilles aussi. Et puis dans le film, on va revoir un peu tous ces effets, mais un peu moins condensés par-ci par-là. On aura aussi des split screens, et les split screens en soi, ok, mais les split screens de Snatch, là encore, ils foutent la merde parce qu'ils sont même pas égaux. Alors, ils sont pas coupés au milieu. La barre qui sépare les deux écrans, des fois, elle bouge. Donc, ça recadre les personnages. Et il y a des zooms d'un côté ou de l'autre. Et plusieurs, ça zoome et ça dézoome. Enfin, c'est vraiment... voilà. C'est le bordel un peu ce film quand même. Hein. C'est le cauchemar des monteurs. Ouais, je pense. Ou énorme kiff. Un peu cauchemar, le truc des zooms. Mais ça doit être sympa à monter Snatch quand même. Bizarre les monteurs. Hein. Ouais, ça doit être bizarre. Et on a aussi on a des bruitages qui sont complètement abusés, surtout au début. Après, dans le film, on retrouve un peu moins, mais surtout au début, il y a des énormes bruitages que vraiment, ça heurte l'oreille. Tu te demandes ce que ça vient foutre là. Et il y a des arrêts sur image et des ralentis. Et ça, je trouve que c'est les deux effets qui sont hyper intéressants dans Snatch plus particulièrement. Le ralenti, c'est un effet quand même qui a été pas mal utilisé, qui a connu son heure de gloire, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le cinéma, il s'en méfie un peu plus qu'à une époque. Je pense qu'on a moins le ralenti facile qu'il y a un moment. C'est un peu kitsch. C'est un peu kitsch maintenant, et c'est peut-être pas plus mal qu'on réfléchisse bien avant de faire un ralenti, parce que je trouve que c'est un procédé qui est quand même vachement lourd, qui peut être lourd de sens aussi dans une histoire. Mais il faut avouer que c'est vachement beau aussi, un beau ralenti quand c'est bien fait. Mais ici, le ralenti, et comme tous les autres procédés d'ailleurs, à mon avis, dans le film, il a un rôle. On remarque que quand on est au ralenti, en fait, souvent, c'est des moments où le danger est vraiment là. C'est des situations vraiment très, très compliquées. Et vu que le film est déjà très chargé en effets, en dialogue et narrativement aussi, je crois que les procédés, c'est un peu sa façon ultime de se faire comprendre. Et en gros, le ralenti, quand on touche à un truc où ça va vraiment foutre la merde, il y a du ralenti. Et même des fondus enchaînés. Et en fait, le rythme, il se pose un peu quoi, par rapport à tout le reste du film. Donc ça, moi, je trouve ça très intéressant. On voit le ralenti, par exemple, pendant la course de lièvre, là. Vous savez, quand les gitans... Qui est ma deuxième scène préférée du film. Ouais, qui est géniale, qui est hyper fort, je trouve.
Donc en gros, la course, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un deal très très foireux pour Turkish et Tommy qui est en train de se jouer sous leurs yeux et ils n'ont aucun contrôle de la situation puisqu'en fait c'est un pari sur qui du lièvre ou des 2 gros chiens s'en sortiront si on les fait secourir après dans un pré en gros. Donc oui, c'est un pari de gitan. Ouais. Voilà. On a un ralenti aussi quand Mickey, donc Brad Pitt, pendant son premier combat de boxe clandestin, quand il doit se coucher mais qui met une droite à son adversaire qui le fait tomber KO en fait. Et ça, c'est pareil, c'est un moment où ça veut dire que en fait, le duo des good guys, Turkish et Tommy, là, en fait, ils vont quasiment se faire buter, en fait, parce qu'ils ont juste pas du tout respecté le deal et c'est Tête de Brique qui va s'en charger et il fait pas rire du tout, Tête de Brique. Du Tommy pour les cochons. Exactement. Quand il lui dit non mais il a trop de phrases aussi, Tête de Brique, trop bien. Quand il dit à Turkish ah bah tiens, elle s'est parlé ta copine, Ah un oui. truc comme ça. Des fois il est ultra sérieux et des fois il est genre vraiment dans le second degré. Oui. Quand il va voir Vinny et Sol là, il Ouais. leur C'est explique incroyable. tout. Il est assis, il boit son petit thé Ouais. là et il se fout de leur gueule et il sait qu'il va les buter. Ouais. Ce personnage, il est trop dérangeant et il est trop cool. Et la première fois que je l'ai vu, je me suis dit ah c'est drôle, il y a Woody Allen dans le film. Je sais pas. Tu sais, genre juste la première image, tu vois, la première image, et puis après, bon, évidemment, c'est pas Woody Allen, mais j'ai dit, c'est bizarre, Woody Allen, Il a changé. Il a changé, hein. Il a l'air moins sympa. Enfin, je sais pas. Bon, il a pas l'air très sympa, Woody Allen. Non, en même temps, non, c'est pas non plus. Je sais pas. Et du coup, si on reste encore sur le début du film et qu'on parle encore de la forme, on a le générique du coup qui suit la scène des rabbins là, en gros à peu près. Le générique, il est malin aussi, je trouve, comment il est fait. En fait, on suit le diamant. En fait, on suit tout le cheminement. On suit le diamant qui, du coup, va être vendu. Donc, ça fait de la thune. L'argent passe d'une personne à une autre. Ensuite, l'argent, c'est... Enfin, après, il y a des bijoux chez Sol et Vinny. Enfin, voilà. En fait, on suit comme ça tout le trajet... Pour arriver dans tous les groupes de truands qu'on va suivre dans le film. Et en fait, du coup, que ce soit au niveau de la forme ou de vraiment l'histoire, en fait, le ton du film et sa forme et même narrativement, en fait, toutes les bases sont posées. Et en fait, je dirais pas qu'on a un résumé du film juste avec le générique, mais en vrai, quasiment. Enfin, vraiment, on voit vraiment tout et on comprend bien tous les personnages et tout. Donc je trouve très malin, très bien fait ce générique. Et il est joli en plus. Ouais, il est super beau. Je répondais sur ce que tu dis par rapport au diamant. Est-ce que du coup, le diamant, c'est pas le personnage principal du film? Comme la Panthère Rose. Exactement, comme la Panthère Rose. Oh waouh. Non, parce que tout le monde a le diamant. Ou du moins est Ouais, lié au mais diamant, tu vois. Tout le monde est lié, mais il est complètement passif. Il se fait quand même avaler par un chien. Même le chien, il a le diamant. Même le chien, il a le diamant. Surtout le chien a le diamant. C'est celui qui le garde le plus longtemps, je pense. Ouais, mais il queen. Finalement, mais il queen. Il a pas que le diamant, quoi, dans lui. Alors, pour illustrer ce truc de l'art de l'embrouille dont je vous parlais un peu plus tôt, on a aussi une discussion téléphonique entre Frankie Quatre-Doigts, qui est chez le tailleur. C'est Benjamin Biolay. Ouais, Benicio del Toro, du coup. On a des plans sur lui, alternés avec des plans de son interlocuteur, donc c'est Avi. Et plusieurs fois, quand on revient sur Del Toro, il a une tenue différente, alors qu'il n'y a aucune ellipse. Oui, je me suis fait la réflexion. Bah oui. Voilà, c'est pour qu'il finisse en calbute chez le tailleur. Enfin voilà, encore une fois, c'est très bizarre et ça n'a pas d'explication rationnelle plus que ça. C'est juste là, quoi. Fort accord, on appelle ça. Ouais, je sais pas sûr. Et donc l'embrouille et la rupture, c'est vraiment, donc je l'ai dit 1000 fois, pardon, je me répète un peu, hein. C'est dans le fond et la forme, pour toutes les raisons qu'on vient de voir, mais il y en a encore plein d'autres, et on a aussi la mise en scène d'un sport qui se prête très bien aussi à ce maniement de la rupture, des coupures, des coups, des trucs très abrupts, c'est la boxe. Et même dans l'histoire, tous les personnages sont bousculés tout le temps, que ce soit un freinage trop violent en voiture, une voiture qui en percute une autre juste en se garant. Il se gare pas très bien, Tyrone. Un accident de voiture ou des coups, des portes qui claquent fort. Enfin, vraiment, en fait, t'as toujours des trucs comme ça qui viennent mettre des impacts, quoi, tout le temps. Et le truc aussi que je trouve super intéressant, c'est que même dans le film, en fait, tout le monde est en désaccord ou en opposition
tout le temps. Même dans les duos ou dans les groupes de truands, en fait, même eux, ils sont jamais d'accord. En fait, c'est tout le temps, genre, vraiment, presque à chaque ligne de dialogue, les mecs, ils sont pas d'accord entre eux. Et ça se vanne et ça s'embrouille, mais vraiment tout le temps. Voilà, même des groupes de personnages qui sont censés un peu officier ensemble dans les magouilles, quoi, en fait, ils sont jamais d'accord. Peut-être le plus, c'est peut-être Sol et Vinny qui sont vraiment toujours en train de s'embrouiller, mais moi, je les adore. Et donc, j'ai bientôt fini, c'est promis. Mais je peux pas vous quitter quand même sans parler du dernier combat de boxe du film, parce qu'il est quand même... troisième scène préférée de Val, c'est ça? En vrai, oui. Et la première fois que j'ai vu, je me suis dit... Mais... Quoi? Et là, en le revoyant, je me suis dit... Ah, mais c'était pas dans Fight Club, ça? Voilà, donc... Oh non! Donc j'étais content de la revoir. Ah ouais! Ah non, c'est vrai, dans tes souvenirs, c'était Fight Club. Pour moi, c'était dans Fight Club. Parce que pour moi, cette scène qui carrément casse un peu le rythme, enfin, différente de tout ce qu'il y a dans le film, elle pourrait très bien passer dans Fight Club. Et dans mon souvenir, elle n'était pas dans Snatch, tout simplement. Elle pourrait, mais pour moi, elle est au-dessus des scènes de combat de Fight Club. Ah bah oui, évidemment. Mais... Alors, vraiment. Pendant que Brad Pitt se fait défoncer, parce que oui, il y a un moment un peu dans le film où il se fait défoncer, c'est tout en accéléré, il y a des arrêts sur image, là encore. On comprend très bien grâce à tout ça la violence du combat, en fait, ça va super vite, il en prend plein la gueule. Et il y a une droite qui le sèche, et ça, c'est super bien illustré par l'arrêt sur image. Ça s'arrête d'un coup, je pense que je fais pas de boxe, mais à mon avis, s'en prendre une dans la gueule comme ça doit bien sécher comme ça. Patate de forain. Exactement. Oui, littéralement. Et puis entre deux rounds, là, on a du ralenti. Quand Mickey il va s'asseoir et que Turkish lui parle et qu'il lui explique que en fait, tu danses comme une tentouse. Pardon, c'est les mots de la VF. Oh. C'est les mots de la VF, c'est quand même pas Deuxième moi qui l'ai écrit. Oh là là. Faudra enlever ça. Non, vas-y, c'est bon. Turkish qui lui explique que là, il faut vraiment qu'il améliore son combat parce que ça marche pas du tout et que tout le monde est en train de se rendre compte que le combat est truqué s'il se bat pas mieux que ça, très clairement. Et du coup, là, encore une fois, par le ralenti, le film nous dit que là, précisément maintenant, c'est la merde, vraiment. Il faut qu'il se passe un truc, sinon, mais Turkish et Tommy et tout le camp de gitans, ils vont y passer quoi. Il le dit en plus, Tommy. Turkish, il le dit, ouais. Là, c'est la merde. Ouais, ça, il le dit juste après. C'est sur l'arrêt sur image d'après. C'est sur l'arrêt sur image d'après, exactement. Putain, ils sont trop forts. Il vient de voir le film, Axel. C'est vrai. Et puis, pendant qu'il se fait un peu défoncer la tronche, on a la chute super connue où il se prend une énorme droite et où il fait un vol plané et où il tombe le corps tout droit sur le sol. Et puis là, avec un raccord, on le retrouve en train de tomber dans l'eau, de couler, avec un montage alterné donc entre lui dans l'eau en train de couler et lui sur le ring en train d'essayer de se relever, de remettre ses idées en place. Super beau plan d'ailleurs où il se voit dans l'eau, il se voit d'en dessous couché sur le ring avec l'arbitre. C'est hyper beau, ça marche trop bien. En plus, c'est hyper sombre, enfin, ça marche vraiment trop bien. Et donc là, dans l'histoire, il est censé rester au sol et le deal serait respecté et tout le monde s'en sortirait pas trop mal. Mais en fait, il va se relever, mettre encore une énorme patate de forain au gros boxeur et le mettre KO. Et donc là, c'est même plus du ralenti, en effet, c'est l'arrêt sur image, le fameux, sur le boxeur et la droite qui se prend du coup. Et puis sur les visages de Turkish et Tommy, et il dit « Now we are fucked ». Et en fait, c'est un arrêt de mort, quoi. Enfin là, ils vont tous crever. Les cochons, exactement. Les cochons. Tête de brique, pas content. Et puis après, le film reprend un rythme assez normal. Et puis le ralenti revient sur la scène suivante. Quand ils sortent du ring, il y a la voix off qui nous explique peut-être, moi je trouve, pourquoi Richie utilise ces effets-là. Donc c'est la voix off de Statham qui nous dit vous avez déjà traversé la rue sans regarder des deux côtés. Et là, une voiture vous fonce dessus. Alors vous faites quoi? Un truc vraiment idiot, vous vous figez. Vous ne voyez pas votre vie défiler parce que vous avez trop peur pour penser. Vous restez planté là comme un con. Et en fait, dans Snatch, plus on se rapproche du fatidique, plus c'est lent, jusqu'à se friser complètement. C'est le moment où on peut plus rien faire, en fait. Et d'ailleurs, je précise que j'aime pas trop les voix off de manière générale, mais celle de Turkish, je trouve qu'elle apporte une dimension émotionnelle qu'on n'a pas ailleurs dans le film. Il n'y a pas vraiment d'émotion dans ce film, et je trouve qu'il y a que sa voix off à lui qui apporte ça. Et donc là, je trouve qu'elle a une vraie place. En plus, il a une voix qui fonctionne bien, autant en VF qu'en VO, qui est assez posée et tout. Enfin.
encore plus en VF. Elle est bien mixée et tout, ça marche bien. Ouais. Bon, en gros, moi je trouve que dans Snatch, les procédés filmiques, ils sont vraiment au service de son histoire et de ses personnages. Alors, je vous parle d'embrouille depuis tout à l'heure, j'utilise ce mot, mais on pourrait dire de manière plus correcte que c'est surtout un film qui manie l'art de la rupture, si on veut dire ça un peu plus joliment. Donc on nous en met plein les yeux et les oreilles, oui, mais pour moi le rythme il est maintenu, il est cohérent et il est intelligent et surtout c'est au service du film et c'est ça qui est le plus important, je pense. C'est un film qui nous raconte quelque chose. Souvent chez Ritchie, on n'a pas vraiment un grand message. Le but, c'est peut-être pas de vous retourner l'estomac avec des émotions. Mais en fait, il raconte une histoire, il le fait bien. Et le cinéma, c'est un peu de ça dont il est question aussi. Et puis, bon, si vous êtes sensible vraiment à comment il vous raconte cette histoire, vous pouvez quand même être touché quand la caravane brûle, quand Mickey essaie de reprendre pied et quand Tommy se rend compte qu'il a merdé. Et ça arrive plusieurs fois dans le film, donc c'est l'avantage. Merci Ninon Lambrouille. Ouais, Ninon Lambrouille. Ouais. C'est ton nouveau nom, c'est noté. Là. Mais il faut le dire avec un accent anglais alors. Non, je vais pas le faire. Comme il y a des Américains qui jouent les rois, je vais pas le faire. Moi, je vais revenir sur ce qu'on a parlé au début, un petit peu de film choral, là, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Je vais en parler rapidement parce que je trouve ça intéressant et que surtout, il n'y a pas beaucoup de films qui sont chorales. Enfin, en fait, si, il y en a plein parce que c'est devenu un genre un peu développé, mais on ne sait pas toujours ce que c'est un film choral. Donc, pour vous, c'est quoi un film choral ? Vas-y, Axel. C'est pas Sister Act. Non, mais du coup, c'est dur parce que je sais pas quoi dire parce qu'on en a parlé tout à l'heure, du coup. Alors, il s'agit de films où d'un nombre relativement important de personnages sans que l'un d'eux semble plus important que les autres. Ah bah voilà. Faut qu'ils s'entrecroisent, tous. Pas forcément, non. Faut juste qu'ils s'entrecroisent, qu'ils se croisent de temps en temps, qu'ils aient un destin croisé, en fait. C'est surtout ça quand on dit qu'ils s'entrecroisent. Et faut qu'il y ait plusieurs sous-intrigues liées aux différents personnages. Il ne peut pas y avoir une intrigue principale. Donc, par exemple, dans Snatch, c'est pour ça qu'il y a la boxe et le diamant. Ouais. Voilà. Ouais. Faut pas confondre aussi avec ce qu'on appelle les films à sketch, comme Café and Cigarette de Jim Jarmusch, qui n'est pas du tout un film choral, qui est un film à sketch. Bon, le film choral le plus connu au monde, c'est Pulp Fiction. Mais il y a aussi, par exemple, Babel, d'Iñárritu. C'est un film qu'on peut considérer comme choral. De Grand Budapest Hotel. Oui. L'incroyable Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet. Voilà, j'ai eu des regards noirs. Voilà. Friends aussi. Friends, on peut considérer que c'est un film choral, donc une série chorale, puisque les 6 personnages, en fait, il n'y a aucun de principaux. Ah oui. Et ils ont des destins qui se croisent entre eux. Ils se marient entre eux, ils divorcent entre eux, ils se remarient entre eux, etc. Et du coup, on peut considérer que c'est une série chorale, en fait. Donc ça marche aussi avec pas mal de sitcoms, Modern Family, ce genre de trucs. Mais par exemple, dans mes recherches, il y a beaucoup de personnes qui parlaient de Game of Thrones comme une série chorale. Et pour moi, ah ouais, un peu. Pour moi, non, parce qu'il y a quand même des personnages qui sont plus principaux que d'autres. Après, j'ai pas tout vu de Game of Thrones, mais... Alors moi, en vrai, j'ai pas vu Game of Thrones, mais de ce que je vois... Peut-être qu'il y a des personnages principaux, mais c'est plus au niveau... Peut-être les familles, il n'y a peut-être pas de famille vraiment principale. Ça, ouais. Ils sont, disons que peut-être, comment dire, chaque personnage principal dans chaque famille est peut-être au même niveau. Oui, il y a une hiérarchie, du coup. Un peu comme ça. Ouais. Mais je sais pas, du coup. Ouais, ça a l'air trop compliqué, de toute façon. Ça a l'air trop compliqué, Game of Thrones. Mais il y a un épisode des Simpsons en chorale où pareil, en fait, ils font chacun un truc qui a des conséquences sur la vie des autres et tu vois l'épisode comme ça de plusieurs points de vue. Du coup, les films chorales, les films choraux. Choisi. Du coup, le premier film choral, il a été fait, enfin le premier film, ce qu'on considère être comme le premier film choral, en 1932, qui s'appelle Grand Hotel. C'est fait par Edmund Goulding. Et en fait, il y en a eu plein, des petits au fur et à mesure du temps. Et en 1994, Tarantino, vraiment, il popularise ça avec Pulp Fiction. Et du coup, on en a quand même assez régulièrement des films chorales. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que Pulp Fiction, du coup, c'est... ça vient des ce qu'on appelle en français les romans de gare, là. Oui. Tu sais. Du coup, ça veut dire que le film choral, c'est un dérivé de la littérature, quoi. Presque. Ouais, c'est beaucoup utilisé dans la littérature. Ouais, en fait. Ouais. Mais je pense que c'est difficile de faire un film choral. Ouais. Parce que tu peux vite, à mon avis, te foirer. Parce que...
Moi, j'aime beaucoup, mais j'irai pas écrire des films chorales, quoi. Bah, moi, je l'ai fait, j'avais 15 ans. Et ça a été refusé. On l'attend. Franchement, on l'attend. J'envoie un message à Jérémy, je lui dis tu dois produire et tout. Je vous propose qu'on passe aux anecdotes du film. Oui. Et je vais commencer par l'anecdote la plus peut-être pourrie du film. Vraiment, je l'ai trouvée, je me suis dit, allez, vas-y, on va commencer avec ça. Donc, le producteur du film, Mathieu Vaughn, c'est le mari de Claudia Schiffer. Voilà. Très bien. Pas ouf. Voilà, tout le monde s'en fout, mais je voulais le dire. Donc, le scénario de Snatch, il a été écrit pendant la post-production d'Arnaque, Crime et Botanique. C'est pour ça que les films sont quand même assez proches quand même dans la réalisation et dans l'idée. Et surtout, ils sont sortis à 2 ans d'écart. Je pense qu'il a dû y aller à fond. Et voilà, ça a donné deux beaux films. Et c'est plutôt cool. Et si vous avez kiffé Snatch, sachez qu'il y a une série de 2 saisons qui est disponible sur TF1. Donc allez-y, voilà. TF1, okay. Avec Rupert Grint, l'acteur qui joue Ron Weasley. Voilà, je n'ai pas eu le temps de la regarder encore. Moi, j'ai pas osé parce que je veux pas. Ça me fait trop mal, quoi. Je veux pas démystifier un truc. Moi, je pense que j'irai faire un tour. Mais par curiosité, il faudrait que j'y aille aussi. Ouais. Surtout qu'il n'y a que 2 saisons. Je me dis, allez, en un week-end, c'est fait, quoi. Ouais. Puis si c'est nul, je mettrai une mauvaise note sur Sens Critique, quoi. C'est pas grave. Donc, comme tu as dit, Ninon, t'aimes Snatch que parce qu'il y a Brad Pitt dedans. Et du coup, Brad Pitt, il a fait descendre son cachet d'acteur pour jouer dans Snatch. Parce que du coup, Brad Pitt, en 2000, donc 99-2000, quand il a tourné, c'est quand même une gigastar déjà. Ouais. Et il a vu Arnaque, Crime et Botanique et il a dit il n'y a pas moyen, je joue dans le prochain. Et du coup, c'était Snatch. Et du coup, il a fait baisser son cachet. Mais c'est pour ça que c'est un grand acteur, en fait. Il est pas si grand que ça, il doit mesurer genre 1m78, un truc comme ça. Merci Val. non mais c'est cool en vrai. C'est cool, le gars il se dit de faire le sacrifice entre guillemets. Et c'est certainement aussi ça qui a un peu poussé Snatch. Ouais, sûrement. Certainement. Ouais. Et la dernière petite anecdote, c'est une anecdote de tournage. Guy Ritchie il avait mis une règle en place sur le tournage, c'est-à-dire que si tu perturbais le tournage, si tu faisais rater une prise, quelque chose comme ça, il collait des amendes. Donc lui-même a payé des amendes pour lui. Enfin, je sais pas du coup à la fin à qui ça allait, mais du coup il y avait un système d'amendes et si tu perturbais le tournage, tu prenais une amende. Mais quel dictateur! On n'est pas sur Tarantino qui arrive avec sa guitare qui joue pendant grave. le film et tout. Ok, putain, voilà. C'est l'armée, très bien. C'est la Kubrick, quoi, vraiment. Ouais. Voilà. Mais c'était premier degré, genre. Oui, c'était premier degré, ouais. Ok. Waouh. C'est ouf, hein. En vrai, après, bon, c'est un travail comme un autre, hein, donc il faut être sérieux à son travail. Non, je déconne. Bon, on va parler de choses sérieuses qui vont fâcher tout le monde. C'est les super critiques. Ouais, la foule est en délire. Et comme vous savez, je prends toujours que des critiques négatives. Parce que avec lesquelles tu n'es pas d'accord. On parle toujours de films qu'on aime. Et aujourd'hui, j'ai fait un truc de fou. J'ai trouvé une critique entière que je trouvais intéressante, donc je vais vous la dire. Donc je remercie Fabien49 sur Sens Critique d'avoir écrit cette critique. Merci Fabien. Ça s'appelle « Un film de mecs couillus qui bavardent comme des petites vieilles cocaïnomanes ». Il était ça promet. Il n'a pas aimé, hein. Donc je vous la lis et on en parle après. Vas-y. Y a-t-il vraiment une histoire ? Un diamant, des Anglais, de la baston et des mecs qui se font dégommer les uns après les autres. Un film d'ado bourré, parfait pour les discussions à 2 grammes dans des soirées déprimantes de puceaux pathétiques. Ça fait mal, hein. Oh waouh, alors... Combien de fois j'ai entendu parler de Brad Pitt qui est terrible dans ce film ? Là, il y a 3 petits points. Le manouche boxeur qui aime sa maman et qui veut lui payer une caravane. Je n'avais jamais pu comprendre ce qui était si génial dans cette histoire, malgré les tentatives pour m'expliquer par des phrases sommaires la drôlerie cocasse de ce voleur de poules en vin. On ne comprend pas les motivations de chaque personnage et pour moi c'est le gros souci, je n'arrive pas à m'intéresser à une histoire sans m'attacher au personnage. Or, nous avons dans ce film des caricatures transparentes de malfrats sous-éduqués, il y a beaucoup de bad boys, ça part dans tous les sens et ça n'arrive nulle part. À défaut de sens, il faut que le public soit transporté ailleurs. Je m'attendais à apprécier et je suis un peu déçu. Il reconnaît quand même, il est un peu déçu. Pas de scène choc, pas de personnages incarnés, pas d'histoire palpitante, mais beaucoup de discussions débiles et de péripéties lassantes. Fabien49, drop the mic. Quand tu mets débile dans ta critique, je te prends pas au sérieux. Déjà. Donc non, Fabien49, 49. En vrai, il attaque fort, hein. Il attaque fort. Je peux comprendre dans le sens où, en le revoyant, je me suis dit, ouais, c'est un film hyper divertissant, hyper agréable, il donne beaucoup de choses.
mais je vais pas forcément retirer quelque chose à la fin. C'est vraiment le film, pour moi, un peu... c'est le film d'ado, quoi. On est là, on kiffe, et puis à la fin, qu'est-ce qu'on en retire? On n'en retire pas forcément des grandes choses, mais on a passé un très bon moment en soi. Ouais, bah, c'est un peu ce que je disais aussi, tu vois, dans le sens où, bah, en fait, il raconte des histoires et c'est sûr que t'es pas... Oui, enfin, je suis d'accord avec toi, en fait. Mais moi, il y a quand même des moments que je trouve assez forts quand même, qui prennent quand même assez bien. Je peux comprendre dans les grandes lignes, mais je trouve pas assez nuancé ce qu'il dit quand même. Enfin, après, t'attacher aux personnages, ça, je peux peut-être comprendre aussi parce qu'ils sont nombreux et tout, mais en vrai, moi, le petit Tommy, quand il est derrière les gitans qui se prennent la tête pour savoir ce qu'ils vont faire de lui et tout, ben en vrai, non, t'es pas bien, quoi. Enfin, ouais. Je peux comprendre, mais je suis pas d'accord. Ouais, les caricatures transparentes de malfrats Ah non, sous-éduqués. non, sous-éduqué en plus, non. Non, ça, je suis pas d'accord, moi. Je trouve que c'est un Et je trouve que, peu... ouais. Non, et puis autant Tête de brique, etc., où là c'est vraiment du haut level et t'as juste envie de. Tu t'as pas forcément d'attache avec eux, tu les Oui. détestes, autant les petits malfrats, etc., style Tommy, Turkish et tout. Sol et Vinny. Je trouve qu'il y a une certaine affection qui se fait, pareil avec Tyrone, je crois. Ouais, Qui conduit le taxi. Enfin, Ouais, grave. juste envie que ce soit mon Srab et tout. Ouais, grave. C'est- On veut tous un Tyrone. Et puis Vinny aussi. Moi, Vinny, je le trouve trop attachant avec son chien. Genre, il veut trop garder le chien et tout. Enfin, Eh ben, ça tombe bien, j'ai trouvé une critique sur le chien. ah, il joue vraiment très mal, ce chien. Donc là, j'ai pris la phrase telle quelle. Il y a trop de second rôle pour rien, et le chien est mal employé. Il ne fait que de la figuration. Un aussi beau chien, j'aurais créé un rôle juste pour lui, ce chien. C'est vrai. Trop fort. C'est vrai qu'il a pas assez de dialogue. Bah, il couine tout le temps. Il couine tout le temps. C'est ouais. vrai qu'il fait beaucoup de bruit. Franchement, quand même, hein. Non, mais quand même, dans l'ensemble, les critiques sur Internet étaient quand même assez positives. Là, j'ai vraiment... je trouvais que la critique de Fabien49 était très puissante et qu'elle était assez... Mais après, tu vois, dans le truc de c'est vrai qu'on n'en retire rien. Alors oui, c'est vrai que t'es pas à chambouler et tout en sortant comme d'autres films peuvent le faire. C'est pas Titane, quoi. Ou, par exemple. Mais déjà, formellement, ils tentent des trucs. Et bah moi, je trouve que c'est important aussi dans le cinéma de... Enfin, moi, j'attache pas mal d'importance à la forme que prennent les films aussi. Et là, en fait, je trouve... Bon, ouais, ça fait peut-être juste rentrer dans le divertissement, je sais pas, mais en même temps, ça te... Je sais pas. Et ben, c'est drôle ce que tu dis, parce que quand il est sorti, Télérama, ils ont dit que c'était un délire lourdingue, saturé d'effets visuels. Ben oui, c'est saturé, c'est sûr, mais bon, la limite entre le lourdingue et le... Ouais. Télérama, c'est lourdingue des fois. Hein. Ouais, pour moi, lourdingue, non, carrément pas, mais... Enfin, je sais pas, Tarantino, ouais, on doit dire qu'il est lourdingue aussi, probablement. Oui. Ouais, après, c'est vrai que c'est peut-être plus à quoi on s'attend, en fait, quand on commence le film, quoi. C'est plus dans le sens où... Enfin, je sais que moi, ça peut me le faire aussi avec certaines œuvres, que ce soit musique, film, littérature, ou quand je vais voir des gens qui vont me vendre le truc en mode ouais, c'est génial, c'est un pur truc et tout. Je le regarde, je suis en mode bah ouais, c'est cool, mais est-ce que pour le coup, il faut l'encenser et le mettre au même niveau que des films qui ont pu révolutionner un peu le cinéma, etc. C'est ce qu'on disait quand on faisait notre podcast sur la Cité de la Peur. Cette espèce de pression sociale et qui dit que... ouais, c'est ça. Cette espèce de... On parlait de cette pression sociale qui, en fait, te dit bah, tout le monde aime ce film, donc tu es obligé de l'aimer. Et du coup, ouais, il y a un peu comme Fight Club ou des choses comme ça. Ouais. Et du coup, ouais, ça rentre un peu là-dedans. Ouais. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur Snatch? Ah si, j'ai oublié de dire un truc. Le titre français, c'est une blague ou comment ça se passe? Tu braques ou tu raques? Je m'en souviens même plus. C'est sur... Bah, c'est pas vraiment le titre, mais ouais, c'est la tagline. Ouais, c'est vrai. Bah, tu braques ou tu raques. Ouais, non, c'est nul. J'ai pas de... Mais en plus, ça ne fait référence à rien en plus. Bah oui. Bah, c'est de braque. Ouais, non. Du coup, j'ai décidé, la dernière minute, tu t'abonnes ou tu partages. Voilà. Allez. Nous aussi, on veut des titres un peu lourds. Contrairement à Arnaque, Crime et Botanique, je trouve c'est très... Ouais. C'est bien. Ah oui, bah c'est plus direct, mais là, tu braques ou tu raques, ça n'a aucun sens. C'est un peu nul, ouais.
Arnaque, crime et botanique, d'ailleurs, on n'en a pas trop parlé, mais vachement bien aussi, Ouais. quand même. Ah, moi, je l'aime un peu moins, mais Moi je aussi, trouve... un peu moins accrocheur. Ouais, je trouve plus... C'est un peu un brouillon. Ouais, Moi, pour moi, De c'est le Snatch. brouillon de Snatch. Ouais. Mais en même temps, Des il, a fois, écrit, il a écrit le scénario dans la foulée, donc ouais. Ouais. Mais ouais, j'en retire moins de choses que Snatch. Ouais, moi aussi. Il y avait Rock'n'Rolla que j'avais bien aimé, Oui. moi aussi. Qui est vachement cool, un peu dans la même veine aussi. Qui, lui, pour le coup, peut-être que il est peut-être plus classique et du coup, là, tu t'attaches vraiment aux gens, aux personnages. Et il fait peut-être plus d'émotions. Il est peut-être un peu plus là-dedans. Et aussi, moi, j'avais relevé quand même que Guy Ritchie, il a pas trop la tête d'un mec qui pourrait jouer dans ses films. Il joue dans Snatch. Il fait des caméos, je Ouais, crois, il fait des caméos. dans ses films Mais des fois. en fait, c'est noté. Guy Ritchie, le gars qui lit le journal. Oui, j'ai vu ça aussi. Gars, comment je fais pour trouver un gars qui lit le journal dans Snatch? Bah ouais. Tout le monde lit le journal dans Snatch. J'avoue. Donc j'ai essayé de le trouver, mais je l'ai pas trouvé dans le film. Désolé. Ouais. C'est pas au moment où il y a Tony qui chope le gars dans la fenêtre, là. Juste au début de ce plan, il y a pas de... peut-être. Mais ouais. Ou dans le bar, non? Je sais pas. C'est qu'Anthony fait tout. dans le tout bar avec la les nuit, infactis. avec Les infactis, ouais. Ouais. Ah, peut-être. Peut-être au fond, il y a un mec qui dit, je sais pas. Ouais. Ouais, vraiment, le Ou gars se c'est cache dans Où ses est propres Charlie, films, quoi. ouais. Où est Guy? Oui, Guy. Voilà, donc on en a fini avec Snatch, tu braques ou tu raques. Du coup, je vous propose qu'on passe à la dernière minute du film qui sera là au mois de août. Oui. Et en août, il va faire chaud. Ah On le là sait là. donc. On dirait une mauvaise radio. En août, il fait chaud. C'est très très chaud. Donc, on va parler. Il m'a surpris. Donc, notre extrait commence sur un plan avec un briquet. Un homme est allongé au sol, il regarde le briquet et il a l'air vraiment affolé. Un deuxième homme, habillé tout en noir, lui parle avec un outil dans les mains. Il jette l'outil par terre et il s'en va en courant, sans jamais se retourner. Et vraiment, l'homme qui est au sol, il lui hurle dessus. Vraiment, il lui hurle dessus. Le gars en noir, il part en voiture, dans une voiture noire aussi. Assez stylée, la voiture, on va pas se mentir. Et du coup, il y a des plans sur lui dans la voiture qui traverse la campagne. Donc vraiment, c'est une belle campagne aussi. Et là, il y a une explosion au loin. Et là, il y a un plan rapproché sur le conducteur qui est impassible. Vraiment, il a la tête figée. Fondant du film, et du coup, on a le contre-champ avec la route qu'il est en train de prendre. Et là, c'est le générique de fin. Une petite idée ? C'était Cher-Dur jusqu'à la belle voiture. Ah, la belle voiture. Ouais. Petit indice. Eh ben, écoutez, si vous avez trouvé, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, comme d'habitude. On vous voit et à chaque fois, vous nous dites est-ce que le film c'est ça? Et on vous répond, vous verrez la prochaine fois. En tout cas, merci Axel d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité. Avec grand plaisir, écoute. J'espère qu'on te reverra aussi. J'espère aussi. Même en dehors, hein, si jamais. Bon, Ninon Lambrouille, merci. De rien. Du coup, vous pouvez nous retrouver sur Spotify et YouTube comme d'habitude. Et je vous dis au mois prochain et mettez de la crème solaire. À bientôt.